parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce modèle de la série à chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Star Wars, épisode 5, Empire Strikes Back. L'Empire contre-attaque, la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque. Réalisé par Irving Kershner et scénarisé par Leif Brackett et Lawrence Kasdan, il est sorti au cinéma le 20 août 1980. On continue donc la rétrospective des Star Wars qui avait donc commencé avec Star Wars 4 et que je donc continue avec ce deuxième épisode. Je vous rappelle juste les règles pour ceux qui n'avaient pas écouté le premier épisode. Je suis pas fan de la série, je n'ai vu que les films alors que Star Wars est une cosmogonie incroyable d'éléments tels que les livres, les séries, l'univers étendu avec les fanfictions qui sont devenues au final des fictions liées à l'univers canon, les dessins animés, les séries télé. Il y a vraiment eu de tout, de la bande dessinée, enfin voilà, donc là vraiment l'univers étendu Star Wars est dingue, il est immense, on a rarement vu une série autant investie par ses fans et autant aimée par ses fans, je dirais même presque. Donc voilà, je ne suis pas fan et j'ai vu essentiellement les films, j'avais mis une petite nuance mais je vous renvoie au premier podcast, si vous voulez savoir la nuance. Non je déconne mais c'est pas essentiel. Et donc ma question c'est plutôt de savoir, d'avoir un regard actuel un peu reposé, puisque c'est une série que j'ai plus vue depuis longtemps. Je me pose simplement la question humblement, est-ce que c'est encore regardable ? Est-ce que ça fonctionne encore Star Wars ? Est-ce que on a encore des émotions fortes ? Ou est-ce que ça a tout simplement commencé à se dater, ce qui est tout à fait normal, encore une fois, pour une œuvre d'art ? En l'occurrence, pour ce Star Wars 5, George Lucas, qui était donc réalisateur scénariste du premier épisode, considère après le succès de Star Wars 1 qu'il peut être en autoproduction, ce qui était très intelligent, et donc il fait un prêt énorme auprès de sa banque et décide de se passer de la production de la 20th Century Fox à l'époque. Au final, il fera quand même appel à un prêt à la 20th Century Fox parce qu'il va exploser son budget, non pas exploser, mais il va dépasser son budget notamment de post-production, donc la Fox va mettre un peu d'argent dedans, mais George Lucas va conserver le copyright, ça va être un des premiers réalisateurs du Nouvel Hollywood notamment. Non, pas le Nouvel Hollywood, pardon. Après le Nouvel Hollywood, à s'autoproduire, à brander sa marque, à penser notamment sa série en termes de sous-produits, de merchandising, de jouets, et ainsi de suite. Ce qui va faire de Star Wars aussi un phénomène culturel, aussi au niveau pop culture à proprement parler. On aura les premiers geeks à proprement parler grâce à Star Wars, entre guillemets, je caricature à peine. Les gens qui vont commencer vraiment à faire avoir de la collectionniste sur les jouets, ainsi de suite, liés à une série, ça a vraiment explosé avec l'arrivée de Star Wars. Et donc Lucas a senti le vent tourner et reste en autoproduction, encore une fois, de manière modérée, puisque Fox a mis un petit peu de thunes au final, mais tout lui appartenait donc. Mais par contre, il est trop pris par la production, le merchandising et tout le travail que ça lui demande à côté. Du coup, il transmet le scénario assez tôt à Leif Brackett. Il a l'histoire principale en tête, hein, l'histoire vient de lui, il n'y a pas de problème, mais le scénario est d'abord donné à Leif Brackett, qui est une scénariste émérite, notamment, qui a bossé sur Rio Bravo. Si vous connaissez pas ce western classique, il a été remaké plusieurs fois, et notamment par John Carpenter, sous le nom de Assaut. Le principe de Rio Bravo, grosso modo, c'est un lieu où sont obligés de se réunir un flic et des malfrats qui doivent se défendre face à des assaillants qui sont en général invisibles et qui sont là pour libérer un mec, un gros méchant qui est dans les geôles de la prison, et on a ces héros au grand cœur, un flic qui est obligé de s'allier avec des bandits pour défendre ce poste. C'est ça Rio Bravo. Et Assaut en est une version, on va dire, limite épurée, qui est pas mal, qui est assez intéressante, qui a vieilli, il faudrait peut-être que je fasse une critique d'Assaut à l'occasion, et qui avait eu droit lui aussi à son remake, qui s'appelle Assaut sur le Central 13, qui a été pas mal critiqué, mais que je trouvais pas mal du tout en fait, réalisé par Jean-François Richer notamment, que j'avais pas mal aimé. Je reparlerai probablement de ça. Il faudrait peut-être que je vois Rio Bravo. Tiens, ce serait rigolo de faire un petit podcast Rio Bravo, Assaut et Assaut sur le Central 13. Hein ? Ça vous dit ? Hashtag bring back Rio Bravo Didier si vous voulez. Et je vous le ferai. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à le dire. Que je fasse une critique de Rio Bravo, de Assaut et de Assaut sur le Central 13. Ce serait assez fandard à faire. Bref. Je ferme la parenthèse. Donc c'est Leif Brackett qui avait notamment participé au scénario de Rio Bravo. Elle a aussi participé au scénario de Eldorado ou de Rio Lobo. À chaque fois des westerns avec John Wayne. Alors, c'est les mêmes recettes, hein, c'est la même période que maintenant. Si un film marche bien, on reprend l'acteur principal, les mêmes scénaristes, si possible le même réalisateur, blablabla. Je crois que Rio Bravo et Eldorado c'était Howard Hawks, Rio Lobo ça doit être quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui. Et pour la petite histoire assez triste, c'est que Leif Brackett est décédé 1 mois après avoir rendu le scénario à George Lucas.
d'un cancer, je crois, à l'âge de 64 ou 65 ans. Et George Lucas a complètement critiqué le scénario, estimant que c'était pas du tout ce qu'il voulait. Donc il est allé voir Laurence Kasdan. Non, c'est une fin triste quelque part. Mais ça m'a fait halluciner de lire ça. J'avais lu ça un petit peu de manière un peu froide, du genre voilà, elle lui rendit un scénario, mais il était pas content. Donc elle est morte un mois après, mais il était pas content, donc il l'a donné à quelqu'un d'autre. Non, je déconne, j'imagine que ça a été beaucoup plus sensible que ça. Quoi qu'il en soit, pas content de ce premier draft du scénario, il l'a donné à Laurence Kasdan. Laurence Kasdan qui débutera du coup sur les grands films, en termes de scénario sur les grands films, avec donc Star Wars, l'Empire contre-attaque, qui se fera connaître aussi dans la même période qui venait juste d'achever le scénario de Les Aventuriers de l'Arche perdue de Spielberg. Donc toute cette équipe-là, Lucas, Spielberg, c'est des copains, ils n'arrêtent pas de se croiser, de bosser ensemble et tout ça, ils ont des idées de films ensemble. George Lucas, je crois que c'est lui qui a inventé le personnage de Indiana Jones. Au départ, il l'appelait Indiana Smith, bref, il y a plein d'histoires là-dessus. Donc c'est des copains, donc forcément il se passe les scénaristes, je caricature. Il y a un petit côté tournante, mais je vous rassure, il n'y a rien de glauque, a priori. En tout cas, j'ai jamais entendu parler de ce genre d'histoire. Bref, tout ça pour dire, Laurence Kasdan allait se faire connaître comme scénariste sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, et donc a été récupéré par George Lucas sur l'Empire contre-attaque. Il fera plus tard, notamment au scénario et à la réalisation Silverado, un petit western tout à fait sympathique, qui à mon avis a vieilli, mais qui reste un bon petit western des années 90. Grand Canyon, un film de portrait que j'avais vu il y a longtemps, mais qui était pas mal. Wyatt Earp, avec Kevin Costner, qui restait un western assez intéressant, je trouve. Faudrait que je le revoie. Assez aride comme ça, sur le personnage de Wyatt Earp. Ou encore, il a aussi scénarisé et réalisé le calamiteux Dreamcatcher, avec l'extraordinaire Morgan Freeman et ses longs sourcils. Un film juste pas possible. Bon bref, peu importe. Je vais pas pérorer là-dessus. Mais bon, Laurence Kasdan aura par la suite plutôt une carrière correcte, sympathique, avec se faire son petit nom. Et à la réalisation donc de ce deuxième film, George Lucas la lâche donc et propose la réalisation à Irving Kershner, réalisateur d'expérience, qui avait notamment réalisé aussi Jamais plus jamais, un James Bond que je n'ai pas revu depuis longtemps, donc je vais rien dire, mais qui avait réalisé un James Bond, et qui réalisera plusieurs années après l'Empire contre-attaque, Robocop 2, que moi j'apprécie bien, qui est assez décrié, assez déprécié, mais que perso je trouve être une suite correcte au premier Robocop, pour différentes raisons. Un jour ou l'autre je m'attaquerai à Robocop 1, Robocop 2, Robocop 3 peut-être pas parce qu'il m'intéresse pas du tout, mais peut-être son remake Robocop, le remake de Robocop aussi. Donc j'en parlerai je pense un peu plus à ce moment-là. Mais c'est un réalisateur sur qui j'ai un a priori positif, puisque Robocop 2 est un film que j'ai bien aimé, et il se trouve que j'aime plutôt l'Empire contre-attaque. Mais je vais développer. Le scénario de Kasdan, au scénario on avait donc Kasdan, un mec qui allait avoir le vent en poupe, et Kershner, qui était concentré non pas sur le scénario, mais sur les émotions des personnages. C'est vraiment quelque chose qui a été pointé par George Lucas, par Kasdan et par Kershner lui-même quand il était vivant, puisqu'il est mort il y a quelques années. Lui, ce qui l'intéressait, c'était que le fil émotionnel des personnages soit cohérent. Et j'insiste sur ce point, je trouve que c'est exactement le travail d'un réalisateur. Il doit pas forcément gérer le cadre ou tout le cadre, ça c'est le travail du chef photo. Il n'est pas forcément là pour gérer toute la mise en scène, parce qu'il y a aussi parfois des metteurs en scène, il y a aussi ce qu'apportent les acteurs et tout ça. Il n'est pas forcément là non plus pour gérer le scénario en soi. Par contre, le fil émotionnel qui va faire que le spectateur va être tiré par le personnage et va pouvoir suivre un personnage cohérent, ça c'est le réalisateur qui le tient. Le scénariste aussi, quelque part vous allez me dire, la mise en scène aussi, mais c'est un truc assez subtil et je pense que c'est le réalisateur qui doit avoir le dernier mot là-dessus. C'est lui qui va avoir le regard sur le film, il va être comme ça, il va avoir ce fil émotionnel là et le personnage du coup va passer par telles émotions, doit passer par telles émotions pour que ce soit cohérent. Il lui est arrivé ça, il peut pas faire ça, il peut pas faire ça, il doit faire ça. Ça c'est très compliqué à sentir et c'est quelque chose qu'un réalisateur doit tenir. Et ça me plaît beaucoup que sur une série comme je l'avais dit, Star Wars 4 était plutôt froid, je trouve, dans la réalisation de George Lucas, que George Lucas ait choisi Irving Kershner, et que la première chose qu'Irving Kershner ait choisi de faire était de se concentrer sur le film émotionnel des personnages. Je vous avais déjà expliqué dans mes critiques de Star Wars 4 que c'était parfois un tantinet incohérent, hashtag ma planète natale avec mes parents d'adoption viennent de se faire exploser, et ça ne me fait aucun effet, je m'appelle Leia Organa. Donc, avec un réalisateur au principe plutôt intéressant et un scénariste avec le vent en poupe à l'époque, qu'est-ce que ça a donné ? Mais qu'est-ce que ça a donné, ce Star Wars, l'Empire contre-attaque ? Eh ben on va schtroumpfons. Les rebelles, forcés à enfuir par l'Empire, se sont cachés sur une planète inhospitalière et glaciaire, la planète Hoth. Darth Vader, amiral de l'Empire, obsédé par l'idée de retrouver Luke Skywalker pour des raisons mystérieuses, a fait envoyer des sondes dans toute la galaxie et tue généraux sur généraux afin de hâter ses troupes à la tâche. Sur la planète Hoth,
Luke est porté disparu après s'être fait attaquer par la faune locale. Han Solo, en instance de départ, change ses plans pour partir au secours du jeune Skywalker. Mais au même moment, une sonde de l'Empire est découverte par les rebelles. Darth Vader sait où les rebelles se cachent, et Luke aussi, et il est probablement déjà en chemin. Comme je l'avais expliqué dans ma précédente critique de Star Wars 4, la série Star Wars a été remontée plusieurs fois. George Lucas a rajouté des éléments, des effets spéciaux, des choses pour faire en sorte que les films se rapprochent plus de sa vision, et l'Empire contre-attaque n'a évidemment pas fait exception, la nostalgie étant remontée plus ou moins retouchée. À savoir tout de suite, l'Empire contre-attaque a été le film le moins retouché par George Lucas, parce que je pense qu'il était satisfait du résultat. C'est aussi le film, à mon avis, qui a eu le plus de critiques positives au fur et à mesure des années. C'est le film qui est devenu, qui est rentré carrément dans les films considérés comme patrimoine historique américain. Enfin, plein de choses comme ça qui font que, forcément, George Lucas a été plus modéré sur la question, sachant aussi qu'il ne l'avait pas réalisé lui. Ça joue aussi beaucoup. Ça ne l'a pas empêché de retoucher beaucoup le troisième film qui est réalisé par Richard Marquand. J'y reviendrai après. Mais en l'occurrence, il n'a pas tant retouché que ça. Mais par contre, il a fait des retouches. Les retouches qu'il a faites sont importantes. Je vais vous les expliquer donc. Et c'est ce montage-là que j'ai vu. C'est le montage qui date donc de 2004, de la sortie DVD de l'intégralité de la série Star Wars. Donc il a surtout changé des décors, notamment dans la dernière partie du film qui se passe dans une cité dans les nuages, où il a fait apparaître beaucoup de choses. Le décor était un peu claustrophobique. D'un côté, c'est dommage, parce que ça jouait beaucoup sur le fait que cette séquence... Oui, encore une fois, oui, j'ai oublié de le dire, mais je spoil comme un salaud, là. Donc, si vous les avez pas vus, c'est un peu dommage. Vous allez un peu tout vous spoiler. Mais grosso modo, il a la cité dans les nuages à la fin où vont se réfugier Han et Leia. Han, Leia, Chewie et notamment C-3PO. C'est un piège. Ils vont se faire piéger par notamment Lando Calrissian. Et l'idée, moi je trouve la sensation que ça donnait, je pense à l'époque, c'est comme ça que je m'en souviens émotionnellement, c'est qu'ils étaient essentiellement dans des couloirs, des corridors, on voyait pas grand chose de l'extérieur, et ça faisait piège, tout était trop propre, trop joli pour être honnête. Là, en rajoutant beaucoup d'éléments qui montent vers l'extérieur, ça donne de la vraisemblance et de la densité à cette cité gérée par Lando Calrissian, et ça montre à quel point c'est quelqu'un d'important lui aussi, puisqu'il gère toute une cité, mais en même temps, ça a enlevé un petit peu ce côté... piège de luxe qui était un peu plus présent. C'est une petite critique que je fais parce que je pense pas que c'était essentiel à la séquence et visiblement c'était pas tant voulu que ça. C'était critiqué par Irving Kirchner aussi qui trouvait que le décor était trop claustrophobe, donc c'est pas une lecture, la lecture du fait que ce soit un piège et que ça devait être claustrophobique ne lui plaisait pas, mais voilà, c'est ma petite interprétation, mais visiblement ça se rapprochait pas de ce que voulait George Lucas et surtout du réalisateur Irving Kirchner, donc ils ont rajouté tous ces éléments-là. Je trouve que ça ne choque pas trop, il y a juste quelques éléments où on se dit bon ok, là quand même on voit que c'est de la 3D avec des ascenseurs qui passent derrière eux, ce genre de choses, mais je trouve que ça choque pas, au contraire c'est très bien intégré. On a quelques plans, notamment de transition, qui étaient manquants et qui ont été rajoutés. Mais on a surtout, pour moi, l'élément principal et qui est un changement très intelligent et qui donne beaucoup de cohérence à la série, c'est le premier moment où on voit pour la première fois l'empereur qui apparaît par hologramme devant Darth Vader, qui va donc prendre les ordres auprès de son maître. Et dans le premier montage, l'empereur, on ne savait pas encore la dégaine finale de l'empereur. Résultat, moi à l'époque, je pensais que c'était pas le même personnage, tout simplement. Hein. J'étais jeune, hein, évidemment, mais je pensais que c'était vraiment pas le personnage, je voyais pas la relation, alors que c'était l'empereur, ils n'avaient pas encore le design final, et donc on avait une grosse différence de design entre l'empereur du deuxième et du troisième épisode, ce qui était pour le coup pas trop choquant, le public avait pas été dérangé visiblement plus que ça, mais avec le temps, ça aurait été dommage de pas corriger ça, et donc cette correction est très bonne, elle ramène aussi des nuances dans les paroles, il y a certaines répliques qui changent légèrement, pour bien intégrer dans la série la prélogie, le fait que voilà, Darth Vader est Anakin, que Skywalker est son fils, et donc rajouter des sous-entendus, des choses qui étaient un petit peu trop lointaines ou un petit peu trop distantes, donc il y a des répliques qui sont légèrement changées. Je trouve que ça ne dérange pas. Mais surtout le fait d'avoir mis le design de l'empereur, le design final de l'empereur qu'on a dans Star Wars 4 et dans toute la prélogie est cohérent. Il donne beaucoup de chair, je trouve, du coup, et de liaison entre la nostalgie et les premiers Star Wars. Donc c'est pour une fois, c'est un changement qui est venu tardivement, qui arrive en 97, si je dis pas de bêtises, et qui a été encore affirmé en 2004 avec les effets spéciaux numériques. Mais je trouve que ça a été un très bon choix. Ça a donné beaucoup de densité à la série, ça a relié les épisodes entre eux, c'est quelque chose d'intelligent, je trouve. C'est vraiment du bon taf.
Pour la petite parenthèse, Kirchner a validé ce montage, même s'il estime qu'il y avait des petites choses qui étaient peut-être pas nécessaires, mais globalement il trouve que le film n'a pas changé de nature et que ça reste son travail au final. Donc je trouve que George Lucas a bien fait son taf. Il a rajouté les éléments qui lui manquaient pour la liaison dans son histoire, et en même temps il a conservé la nature du vocabulaire de film que Kirchner avait mis dans son film. Donc c'est plutôt du bon travail. Et je rajouterai, encore une fois, j'insiste sur le fait que Star Wars 5 était un des films les moins retouchés, et ça s'explique de plusieurs raisons, mais je vais y venir tout doucement. Le premier choc, quand on regarde ce Star Wars, c'est la qualité des effets spéciaux qui est vraiment supérieure par rapport à Star Wars 4. Entre Star Wars 4 et 5, il y a vraiment un bond en avant. Je trouve que c'est flagrant. Et dès le début. Il y a visiblement plus de sous, ça c'est clair et net, hein, on sent que c'est beaucoup plus, ça a été peaufiné, ainsi de suite. Encore une fois, j'ai maté le montage de 2004, et quand on regarde Star Wars 4, Un Nouvel Espoir, on a vraiment une sensation que certains effets spéciaux ont vieilli. Là, quand on voit celui-là, wow, je trouve que c'est beaucoup moins flagrant, à part certains animaux en stop motion et choses comme ça, et je pense que ça se voit, et ça peut éventuellement gêner, mais moi je trouve que ça gêne pas du tout, mais je peux comprendre que ça gêne quand on n'a pas l'habitude de ce type de visuel, de ce type d'animation. Tout le reste a passé le temps très très bien. Je suis impressionné notamment des plans de bataille spatiale, des machines qui arrivent dans ce film-là, les fameux quadrupèdes et tout ça, donc c'est formidable. Il y a vraiment un niveau technique un cap technique qui a été franchi entre le premier Star Wars et le deuxième, et c'est encore flagrant à l'image. C'est impressionnant, et ça se voit tout de suite à l'image. On voit aussi, pour la petite info, que Kirchner, Lucas et Kasdan ont eu une pré-production d'1 an pour choisir les aspects du film, et ça se sent, ça a vraiment porté ses fruits. Les effets spéciaux ont très bien vieilli pour la plupart, et les ajouts sont souvent bien dosés. C'est parfois un peu trop numérique par moment, hein, ça se voit quand même, comme je disais, dans la Cité du Nuage, il y a certains plans, on se dit, bon, c'est quand même pas à l'époque, ça choque un peu, notamment en contraste des décors intérieurs, quand il n'y a aucune retouche, entre guillemets, numérique, plus que ça, à part un peu de photographie, un peu d'étalonnage, mais globalement, c'est assez impressionnant comme ça tient encore debout. Je trouve que c'est vraiment pas choquant dans ce film. Les retouches ont fait corps, et on sent que le film a bien vieilli, ça l'a aidé à vieillir bien. C'est un vrai cas d'école, je trouve, ce Star Wars 5, du film bien retouché, avec assez de modération pour qu'il puisse s'intégrer dans sa propre histoire, et en même temps rester un film de l'époque, dans son rythme et tout. Le deuxième choc, c'est le choix des décors, qui est beaucoup plus, je dirais, expressionniste que dans le premier Star Wars. On a constamment des décors limites. Tout le début du film se passe dans la neige, avec de la tempête de neige, avec un côté vraiment très fort. Il paraît que c'est une référence au film de Kurosawa, Dersu Uzala, où il y a qui se passe dans la taïga. Je vous passe les détails, c'est un très beau film, si vous avez l'occasion de voir Dersu Uzala, c'est magnifique. Et vous avez beaucoup de séquences qui se passent dans des tempêtes de neige très fortes, qui ont été des défis techniques à filmer, et on voit qu'ils ont essayé de réutiliser, de reproduire ces effets-là, et il faut le dire, ça marche très très bien. On a vraiment tout le passage au début dans la tempête de neige qui marche vraiment bien, dans une grotte de glace aussi qui est très réussie, avec des effets, un petit effet notamment de rajout d'un monstre qui avait été pas fini à l'époque et qui restait hors champ dans le premier montage et qui a été rajouté là, et honnêtement ça choque pas du tout, c'est très efficace je trouve. En plus le monstre est plutôt glauque, c'est bien sympa. Alors ça reste un monstre de Star Wars, hein, il y a un petit côté nounours, mais je trouve que c'est plutôt réussi là, encore une fois ça marche bien. Donc on passe d'un décor de neige à un décor de marécage poisseux, comme ça, très collant et très réussi aussi, à une cité dans les nuages avec... vous voyez, on est constamment dans une exagération, on a trop de neige, trop de boue, de lianes et ainsi de suite, et d'un coup on passe dans un décor lisse comme ça, de cité dans les nuages, et dans la cité dans les nuages on a ce contraste entre des couleurs blancs ou des cachots noirs. La fameuse salle de la carbonite, où on transforme visiblement, ou la salle où on mettra Han Solo sous carbonite, qui est faite de contrastes noirs et rouges. C'est un truc assez impressionnant de Star Wars 5, et c'est vraiment une très grande réussite. C'est à quel point les décors exacerbent les émotions. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout le style de Lucas dans le premier, où on est vraiment face à des décors de fonction et de vraisemblance. Je reviendrai là-dessus quand je parlerai de la prélogie notamment, mais c'est dommage parce qu'on voit vraiment que dans l'univers de Star Wars, ce choix d'avoir fait des décors beaucoup plus expressionnistes donne énormément de force au contexte et à l'histoire. C'est très très fort, comme les décors imprègnent de l'émotion dans ce Star Wars. C'est une immense réussite, et j'apprécie énormément le travail de Kirchner là-dessus. Il a vraiment fait ce choix d'exagération, de pousser un peu plus loin la planète Hoth, la planète où se trouve
où se trouve Yoda dans le système d'Agoba, qui fonctionne vraiment très très bien, une sorte de jungle à perte de vue, où tout, il y a de l'eau partout, des créatures, enfin je trouve que ça marche vraiment très très bien, ce côté sale. On a tout le début du film dans des immenses ambiances blanches et enneigées, on a toute la fin, tout le milieu dans cette comment dire, ils sont dans des grottes sombres, avec des créatures sales, on a tout ce passage dans ces marécages, et on a toute cette fin dans cette cité dans les nuages, et ces contrastes très fort avec des longs couloirs blancs, et d'un seul coup cette salle de carbonite noire et rouge. C'est vraiment une grande réussite à cet endroit-là, et ça aide énormément à exacerber les émotions du film. Je tiens aussi à parler de la mise en scène qui d'un seul coup est enfin, je caricature, mais beaucoup plus signifiante au minimum, et je dirais même enfin signifiante. Les volets notamment qui sont le style de la série, vous savez, ces fameux volets qui balayent l'écran et qui font constamment lien entre Luke et Darth Vader, qui sont présents mais qui deviennent aussi petit à petit des coupes et des cuts avec des effets de fondu par moments. Ça devient plus subtil que de simplement mettre des volets pour aller d'un endroit à l'autre et sous-entendre des distances, et ça fonctionne très très bien. On a toute cette mise en gloire aussi dans la mise en scène de Dark Vador, qui devient dans ce film clairement le grand Dark Vador. Je prendrai simplement comme exemple la première séquence où il apparaît, où d'abord c'est un plan large, où il est lui face à des tournées de dos, face à des fenêtres qui donnent sur l'espace. On voit d'abord, avant de le voir de proche, on voit ses pieds, et on voit les gens, le regard apeuré de ces hommes qui sont en bas de lui, lui en dessous de lui, lui il marche sur une passerelle. Ensuite on a on a ce moment où il tue ses généraux les uns après les autres, comme ça, avant qu'on puisse complètement contempler son visage. Il est souvent notamment aussi le plus grand dans les plans de face au personnage, face à Luke. Dans le duel imaginaire, il a l'air immense. Quand ils sont dans le duel à la fin, pareil, on a aussi cet effet de perspective où il a l'air d'être 2 fois plus grand que Luke. Je caricature à peine. Et donc, je reviens juste sur cette première séquence où le premier plan où on a sur son visage, c'est un contre-champ qui arrive d'un seul coup. Et il est comme ça... en puissance, sa puissance et son importance hiérarchique a été imposé par les regards apeurés des gens, par le fait qu'on ne l'avait pas tout de suite dans l'image, par le fait qu'on nous fait attendre de le faire rentrer dans l'image. Enfin bref, c'est excellent. Il devient vraiment... dans ce film-là, un grand monstre de cinéma. On a aussi le détail gore tragique sous le casque qu'on voit juste légèrement, très subtil, vu par un de ces hommes aussi. Ça en rajoute sur le fait que les gens ont peur de lui, sans compter que bien sûr il tue des généraux à tour de bras dans ce film-là. Je crois qu'il en tue 2 ou 3 si j'ai pas de bêtises, dès qu'il est pas content. Bref, il devient clairement dans Star Wars 5 le bras droit de l'empereur, ce qui est beaucoup plus cohérent par rapport les films de la prélogie à toute l'histoire, mais aussi le méchant mythique qui va marquer l'histoire du cinéma grâce à ce film, et grâce, j'insiste, au choix de mise en scène d'Irving Kershner, de vraiment lui laisser le temps. On a aussi ce choix excellent de cette fameuse pièce où lui rentre, là où on lui met son fameux casque, qui a l'air visiblement d'être une sorte de pièce de soin, qui est ces 2 grandes boîtes qui s'imbriquent comme des dents noires, avec cet intérieur blanc, ce contraste très très fort. Bref, où lui il est assis au milieu comme ça, enfin un vrai bonheur. C'est juste tous ces éléments qui sont rajoutés simplement pour de la mise en gloire de Darth Vader sont des réussites complètes. Et ça fonctionne très bien aussi parce que le film est construit en parallèle. On voit Darth Vader qui est une sorte de puissance, c'est le film où il est en gloire et il est au-dessus des choses, avant de sombrer dans le film suivant. Et Luke, en parallèle, dans le film, il est littéralement en souffrance. C'est un film de souffrance pour Luke. Il est blessé dès le début. Il y a déjà un foreshadowing où il est blessé, il coupe le bras d'un monstre, évidemment ce sera lui qui se fera couper la main à la fin. L'entraînement est dur, on le voit vraiment lutter pour maîtriser la force, être désespéré, sentir qu'il va pas y arriver. Surtout que Yoda est plutôt dur avec lui, considère que c'est un trou-duc et qu'il va pas y arriver aussi, donc on l'aide pas vraiment. Il est confronté à sa peur fondamentale, qui est de comprendre, d'admettre que derrière le masque de Darth Vader, il y a lui, tout simplement son père. Il perd sa main, il vit un choc émotionnel monstrueux en se rendant compte que l'un des plus terribles monstres de la galaxie n'est autre que son père. Et là, par contre, la fin est légèrement sereine, mais je trouve qu'elle est un peu étrange. On le voit pensif avec sa main, on lui fait cette fameuse main mécanique, il est un peu pensif avec Léa, puis on voit ce plan où, bon voilà, on voit le vaisseau de Lando Calrissian partir chercher Han Solo.
Je sais pas si c'était un plan qui était voulu comme une transition logique vers Star Wars 6, qui devait absolument dire il y aura une suite. Je pense qu'à l'époque c'était nécessaire de pas finir le film en mode c'est fini, ça se finit comme ça, et il y aura peut-être une suite. Non, il fallait dire il y a une suite, c'est important. J'imagine qu'à l'époque c'était plus important que maintenant. Vous voyez, j'ai fait cette critique beaucoup sur les films Harry Potter parce que je considérais que c'était pas nécessaire d'avoir des plans de transition entre les films. Là en l'occurrence, on est dans la fin des années 70, un des premiers films à se vendre vraiment comme une trilogie. À jouer sur ce côté commercial là, donc il y avait, je pense, cette nécessité. Je pense que s'il y avait quelque chose peut-être à changer, alors je vais changer un classique, j'ouvre encore ma bouche en grand, encore une fois, hashtag réalisateur dans un évier, personne ne veut me produire, donc autant dire que j'ouvre ma bouche grand, mais je ferais mieux de la fermer, mais tout ça pour dire, mon impression c'est que ça pourrait être un plan beaucoup plus triste, entre guillemets, sur la fin, qui montrerait simplement qu'il est soutenu par Leia et par d'autres, mais je trouve ce dernier plan un petit peu faible par rapport au reste du film. Il reste assez ambigu, hein, puisqu'on ne sait pas à quel point il est marqué. C'est peut-être plus subtil que ce que j'aurais eu en tête. Moi, peut-être que ce plan est plus subtil que je ne le crois. Hein. Peut-être que c'est simplement dire il est marqué, on ne sait pas encore. Il faudra voir le film suivant pour voir à quel point il est marqué, ce qui n'est pas idiot non plus. Et j'en parlerai au moment où j'aurai vu le prochain Star Wars. Mais là, en l'état, en ayant simplement revu le 4 et le 5, je trouve ce plan un peu en deçà du reste du film, qui a vraiment des images extrêmement fortes et puissantes, comme je le disais avant. Le truc qui est vraiment cool aussi, c'est que Star Wars, malgré tout le côté dramatique dont je viens de parler, la mise en gloire de Dark Vador, le fait que la mise en scène est très expressionniste, va vraiment loin dans les contrastes, on est toujours face à un film d'aventure. L'aventure est très présente, mais elle est très dynamique, vraiment, c'est vraiment très cool. Il a su garder ça, c'était aussi présent dans le Star Wars de Lucas, même si c'était beaucoup plus, je trouve par moments, un peu trop présent. Il y avait aussi le fait qu'il devait poser l'histoire, j'imagine. Mais là, en l'occurrence, le couple Anne-Leia, leur attirance, répulsion, le côté que voilà, ils soient socialement si différents. Elle vient d'une aristocratie, lui c'est un petit peu un crasseux, je caricature. Je trouve que dans leur fuite de la base de rebelles, ça marche bien. La fuite face aux monstres dans la grotte aussi fonctionne aussi. Leur complémentarité, le fait qu'ils s'attirent, finalement rentre assez bien dans l'histoire et rythme assez bien l'histoire. Et je trouve qu'elle marche bien parce que jusqu'à ce qu'ils trouvent refuge dans la cité des nuages où on sent que ça va mal se passer, et la fin tragique est très réussie, et j'aime énormément là, maintenant que j'ai revu cette séquence, mais elle est magnifique, la séquence où Anne va être mise sous carbonite est très belle, les différents plans sont vraiment très beaux, les réactions des différents personnages, le fait que Chewbacca soit énervé, qu'il essaie de se battre d'abord et que Anne le sauve en lui disant non, calme-toi, faut que tu fasses rien, que Leia vienne naturellement près de Chewie pour lui dire de se calmer. Je trouve que ça marche très très bien. Vous voyez, c'est ça, quand je disais que Irvin Kershner a été intelligent, de dire moi je vais surveiller le fil émotionnel, et c'est ça mon taf. C'est exactement sur des nuances comme ça. Dans ces séquences clés, c'est absolument cohérent. La manière dont Anne parle aussi à Leia, évidemment, à ce moment-là, avec le fameux I love you, I know, je t'aime, je sais, qui a été improvisé par Harrison Ford. Oui, Kershner n'était pas très content du dialogue à ce moment-là, il trouvait que c'était un peu trop artificiel de dire je t'aime moi aussi à ce moment-là. Il trouvait que ça fonctionnait pas, du coup il a demandé à Harrison Ford d'improviser une réplique, et il a eu cette idée de dire je sais. Et ça ressemble beaucoup plus à Han Solo de dire je sais à ce moment-là, par rapport au fait qu'il est un peu... c'est un mec, c'est de la drague à l'ancienne, il est un peu rustre, il est un peu lourd, il est pas très subtil, machin, mais bon voilà, elle lui plaît, il se plaise, machin, blablabla, nous plaisons, vous vous plaisez, il se plaise. Mais tout ça pour dire, ça ressemble au personnage de dire je sais, d'avoir cette pointe de prétention, et en même temps il le fait avec le regard triste parce qu'il sait que ce qui va lui arriver là, il est de grandes chances qu'il meure parce qu'ils font un test sur lui. C'est aussi ce qui fait que la séquence est vraiment pas tendue, mais peut avoir une certaine tension, c'est qu'on entend clairement Dark Vador dire avant, voilà, il faut pas lui tuer Luke, donc on va tester ça sur Han Solo pour voir si ça marche, la mise sous carbonite. Ça justifie la scène, enfin bref, tout ça est très dynamique, je trouve que ça marche vraiment bien. Et j'aime beaucoup le plan de la plaque carbonite qui heurte le sol, avec ce contre-champ sur le visage de Léa qui est terrifié et triste à la fois, avec cette lumière rouge qui vient par-dessous, qui la rend, qui rajoute cette lumière dans ses yeux de tristesse. C'est un plan magnifique, vraiment celui-là il m'a scié. Je m'y attendais à le dire parce que c'est historiquement dans ma tête c'est mon Star Wars préféré, et là en le revoyant encore une fois j'ai pris une claque. C'est une très très belle scène, je trouve le moment très touchant, la musique notamment le thème d'Anne et Leia est très beau,
Il y a vraiment là une très très belle mise en scène du sacrifice, entre guillemets, du côté horrible de la séquence, et le détail sur le personnage de Han Solo pris dans la carbonite, comme ça, avec le visage qui souffre. Ils ont trouvé dans la sculpture aussi le bon mix entre de la souffrance, mais en même temps, c'est pas trop la sensation dans laquelle il est. C'est vraiment très bien. C'est diminué tout de suite, parce que c'est un film grand public, par Lando Calrissian qui dit tout de suite il est dans un coma parfait, donc sous-entendu, il souffre pas. Bref, excellente séquence, image splendide. Cette séquence-là, elle aligne des images que je trouve magnifiques. Le choix de mise en scène avec encore ce décor rouge, avec cette lumière rouge qui vient ce décor noir avec ces lumières rouges qui vient par-dessous. Le fait que ça foreshadow, le fait qu'ils vont se battre ici, Vador et Luke pour la première fois. Enfin bref, c'est vraiment un excellent moment, et rien que pour ce moment, le film est vraiment très bon. Je trouve, autre point, je fais un peu du coq à l'âne, les droïdes, je les trouve parfaitement liés à l'intrigue. Je les trouve pour le coup pas forcément hilarants, mais drôles et pas envahissants. C3PO notamment m'a fait rire quelques fois. J'ai bien aimé C3PO dans la séquence notamment dont je viens vous parler de la carbonite, quand Han Solo va être mis sous carbonite, parce que je trouve qu'il est assez énervant, alors qu'il vient de se passer quelque chose de tragique, mais en même temps, ça le rend plutôt drôle, pour le coup. Bref, ils sont beaucoup mieux introduits à l'histoire, même R2-D2, avec le moment où il tombe dans l'eau sur la planète Dagobah, qu'il est bouffé par la bestiole et recraché. C'est un peu enfantin, mais ça entre bien dans l'histoire, et je trouve que ça rajoute... C'est un élément simple, comique, pour montrer qu'il est sur une planète très 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 hostile quand même, et le décor, encore une fois, magnifique, joue énormément à en rajouter là-dessus. Bref, c'est encore une réussite à mettre au crédit de Irving Kershner, je trouve et de Lawrence Kasdan. Je trouve que les droïdes sont vraiment impliqués dans l'histoire, ils n'ont pas cette lourdeur qu'ils risquent très fortement d'avoir dans Star Wars 6, mais je vais le revoir avant d'affirmer ma critique à cet endroit-là, c'est le souvenir que j'en ai là de manière un peu floue. L'intrigue politique aussi est toujours présente, elle est subtilement réintroduite par des dialogues, notamment avec le système du walking talking. Eh oui, si vous regardez bien, vous avez la plupart des dialogues entre Lando Calrissian et Han Solo et Leia, où il explique un petit peu l'enjeu politique de sa ville, comment il a fait pour maintenir à distance l'Empire et tout ça, et on sent tout de suite que ça craint. Et ils le font en marchant. Et ça dynamise énormément, ça permet de grandir le décor et de faire sentir un petit peu l'ambiance de cette cité, tout ça, donc ça donne beaucoup de vraisemblance, et ça donne aussi de la vraisemblance politique à la série, qui est très importante aux yeux de George Lucas, et qui pour le coup donne beaucoup de qualité à la série. C'est efficace et c'est intelligent. Il parle politique, mais il marche, c'est dynamique, ça prend pas trop de temps. En plus, le dilemme de Lando est très compréhensible, sans compter le foreshadowing que ça met en place, sur le Faucon Millenium, qu'il était à lui, que grosso modo Han l'a gagné, qu'il a dû lui donner, et à la fin il le reprend, il repart avec, et dans le troisième il va avoir un rôle très important avec ce vaisseau-là, alors qu'au départ c'est un traître. Il y a aussi ce double discours du mec qui était plus ou moins dans l'obscurité, par défaut, et qui choisit de retourner vers la lumière aussi, et ça marche très très bien, et ça remet l'intrigue politique au centre de l'histoire, sans être lourde, c'est complètement dynamique. C'est vraiment un exemple, je trouve aussi, ce Star Wars 5, de dynamisme et de contexte politique rapidement mis en place, rapidement compréhensible avec ses enjeux, au niveau des gens, c'est-à-dire qu'on n'est pas face à un politicien qui parle de choses lointaines, c'est un mec qui doit administrer une cité, qui doit garantir la sécurité des gens, mais qui doit aussi développer son business et tout ça, donc voilà, qui est un peu entre deux chaises, et qui arrive au moment limite où il faut choisir entre résister ou subir le joug de l'Empire. C'est très bien mis en scène, et c'est simple, c'est très efficace. La mise en scène est globalement dynamique, efficace et touchante, c'est vraiment du très bon travail fait par Irving Kershner. J'ai vu quasiment rien que j'ai trouvé daté dans la mise en scène. Alors, n'hésitez pas à me le dire, hein. La seule chose que je dirais qui est vraiment datée, maintenant qu'on est passé à MeToo, je pense que le grand public, le hashtag MeToo, on est passé à autre chose dans les relations hommes-femmes, je pense, on y va vraiment au grand galop, et du coup maintenant, le côté forcé de la drague de Han Solo va passer moins bien. C'est un côté, ça passait pour Playboy à la fin des années 70, maintenant on dirait vraiment un harceleur, quoi. Il est franchement limite. Et le fait que Leia cède, limite, ça lui enlève un peu de force. Heureusement, dans le troisième, c'est retourné un peu, et j'en parlerai à ce moment-là. Mais c'est peut-être le seul truc que je trouve un peu daté et qui va peut-être un peu gêner. Je finirai simplement, avant la conclusion, sur la musique, qui est essentiellement une mise en gloire de Dark Vador.
Il y a plusieurs moments qui sont encore magiques aujourd'hui. Je trouve le fameux thème de Dark Vador que je vais vous mettre sur la conclusion de toute façon de cette critique, qui est juste génial, avec différentes variantes. Une variante plus cavalière, quand il est en poursuite de Luke, une variante plus glauque, plus inquiétante quand ils sont piégés avec Leia, une variante beaucoup plus agressive quand il se bat avec Luke à la fin. Et à la fin, qui est une variante qui s'endort déjà pour sous-entendre, pour foreshadower le fait que c'est déjà perdu, quelque part. Il n'a pas réussi à convertir son fils, et pour lui, le destin sera forcément tragique, tout en étant toujours un maître du mal et un monstre. Bref, extraordinaire travail de John Williams sur ce thème de Dark Vador, et je rajoute aussi le thème de Han et Leia, que je trouve très beau, et qui fonctionne très bien dans la séquence, notamment de la mise sous carbonite, qui a un petit côté comme ça romantique, mais en même temps avec des violons. C'est un peu le style de l'époque, beaucoup de violons, beaucoup de cordes, mais je trouve que ça fonctionne bien, parce qu'il y a un côté vraiment dramatique dans cette séquence. Bref, un petit chef-d'œuvre de musique et de Mickey Mousing, c'est-à-dire d'alternance de termes sur le même, d'alternance d'intensité sur le même thème. On évoque Dark Vador par cette fameuse musique. Tout le monde sait que quand on fait tin, 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 oui, je sais, je suis une extraordinaire beatbox. Hashtag génie de la musique. Hashtag je me suis gouré de carrière. Donc bref, ce thème musical renvoie automatiquement à Dark Vador, à l'Empire, mais surtout à Dark Vador, c'est incontestable. Et toutes les variantes qu'il y a sur ce thème dans le film sont absolument géniales. Il y a eu des nuances qui ont été faites, des reprises de thèmes différentes dans le remontage entre la version de 77 de 97 et de 80 de 77 et de 2004, et je les comprends, mais je j'ai pas l'oreille assez fine pour vous dire si c'est mieux avant ou après. Il faudrait faire du séquence à séquence. Tiens, ça serait peut-être l'occasion de faire un petit The Séquence là-dessus. Si vous voulez que je fasse un The Séquence sur les musiques, les transformations de musique dans les Star Wars, notamment dans ce Star Wars 5, ça m'intéresserait beaucoup. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me lancerai probablement dans l'écriture et je vous ferai un petit épisode avec de l'image là-dessus, parce que c'est très intéressant. Du son certainement, mais de l'image aussi. C'est un épisode plus court, parce que vous avez compris, mon avis est globalement positif sur ce Star Wars 5, donc, conclusion. C'est pas long comme épisode, comme je viens de le dire, parce que Star Wars 5 est encore un excellent film. Franchement, je trouve qu'il se regarde encore très très bien. Il est efficace, il est spectaculaire, et il est touchant. Il n'est pas bouleversant, je pense qu'il n'est pas bouleversant, mais il est vraiment touchant. Je trouve que l'écriture des personnages fonctionne vraiment bien. C'est un beau film, franchement. Le film sait ce qu'il veut raconter, et il le fait bien. Je mettrai un petit bémol sur la scène de Luke qui est blessé par le monstre dans la neige, qui a été rajouté par George Lucas, notamment parce que Mark Hamill avait eu, pour la petite histoire, un accident peu de temps avant le tournage, et donc il avait des cicatrices au visage, si je dis pas de bêtises, où il avait dû subir une légère reconstruction du visage, je crois, ou même une grosse reconstruction, je sais plus trop, et du coup il avait inclus cette scène en se disant son visage a un peu trop changé du premier au deuxième, et il faut qu'on l'explique. Mais au final, je trouve que ça a été bien intégré, puisque c'est un bon foreshadowing du reste du film, comme je le disais avant. Il coupe la main du monstre, il va se faire couper la main, il va souffrir pendant tout le film, il va s'entraîner, il va être notamment poirier régulièrement dans l'entraînement avec Yoda, et là on le voit suspendu par les pieds. Il va devoir utiliser la force et apprendre à la mieux l'utiliser, et on la voit l'utiliser dès le début, essayer de se sauver grâce à ça. Bref, donc c'est un bon foreshadowing, et ça toute cette séquence qui peut paraître un peu artificielle, on se dit non mais pourquoi ils prennent autant de temps, Han Solo qui va le sauver, ça sert pas à grand chose. Bah non, ça consolide vraiment les liens entre Luke, Leia et Han, qui étaient selon moi un peu légers à la fin du premier film. Sympathique mais un peu léger. Là enfin, on voit que Han se prend vraiment d'amitié pour Luke, il prend au risque de sa vie, il va le sauver. On sent vraiment que Leia aussi apporte de l'importance à Luke, mais différente par rapport à l'importance qu'elle a envers Han. Bref, ils deviennent vraiment une famille grâce à cette introduction-là, et du coup le reste du film fonctionne beaucoup grâce à ça. C'est donc un ajout qui a été fait par des circonstances extra-filmiques, mais qui ont été très bien gérées par le scénariste et par le réalisateur, je trouve, et c'est au final un excellent ajout. Je mets un léger bémol parce que je pense pas qu'à la base ça devait être nécessaire, mais je trouve qu'ils l'ont très très bien géré. Et du coup la fin du film est d'autant plus touchante parce qu'on a ce début qui permet de vraiment réintroduire les enjeux entre eux. Pour moi vraiment on commence à être proche d'eux, à s'en sentir proche de leur relation dans ce film. Alors, c'est sûr que c'est plus un film bouleversant comme à l'époque, ça c'est clair. Hein. Ce film a été copié 1000 fois, et surtout il y a eu mieux depuis, faut être clair. Il y a eu mieux en termes d'émotion dans les blockbusters que Star Wars 5. Mais je trouve que ce qui est impressionnant, c'est à quel point il est encore efficace. Franchement, c'est impressionnant. J'ai de l'admiration pour ça, et je suis très content de l'avoir vu et de pouvoir vous en parler, parce que je vous enjoins à voir Star Wars 5. Peut-être pas le 4, peut-être pas les autres, mais celui-là, oui. Ah, qu'est-ce qu'il est bien fait. Les effets spéciaux sont parfois un peu datés, hein, comme je disais, il y a certains effets
en animation par image qui sont pas terribles, mais les grandes scènes d'action, purée... Qu'est-ce que ça a bien vieilli, quoi. C'est toujours prenant, l'attaque sur de la base rebelle, c'est bien spectaculaire, avec les fameux quadrupèdes dans la neige, les attaques au vaisseau qui sont enfin lisibles, les tirs au laser qui ont enfin des impacts, oui, très importants. Dans le premier film, les tirs au laser ne faisaient aucun impact, c'était assez brouillon. Là, on voit des brûlures carrément, on sent qu'il y a de l'impact, et on sent que c'est un détail sur lequel ils ont pu mettre du budget, mais ils ont aussi rajouté... Kirchner a insisté là-dessus, ça se voit, pour que quand on tire, ça fasse quelque chose. C'est pas juste comme dans le premier film où quand Leia se fait assommer par le tir, le fameux tir assommant soi-disant, on va juste tomber, c'est pas très dynamique, c'est pas très efficace. Là, au moins, quand on a des tirs, on a des explosions, on voit des gens sauter, on voit les hommes de l'Empire, les fameux clones recevoir des tirs dans les armures blanches, ça brûle, il y a une explosion, vous voyez. Et ça rajoute énormément d'impact. C'est des détails, mais ça joue beaucoup à la qualité, au spectaculaire de ces séquences et du fait qu'elles ont bien vieilli. La fuite de Han et de Leia est très intéressante à tous les niveaux, aussi bien quand ils se cachent en se collant sur le vaisseau en collant le Faucon Millennium sur le vaisseau de Dark Vador, que quand ils fuient à travers les astéroïdes, ça marche aussi. Tout le passage où ils sont dans la grotte qui est en fait un monstre, ça marche très très bien. L'entraînement de Luke est vraiment spectaculaire dans le bon sens du terme, quand on le voit en poirier, là, c'est des plans qui fonctionnent encore très bien, tout simplement. Avec les pierres levées, le robot qui essaie de lever plusieurs choses, on comprend la difficulté que ça lui demande, on le sent, on le voit, on l'expérimente visuellement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est réussi. Le cauchemar de Luke, que je trouve très bien. Je mettrais un léger bémol sur le fait que dans le cauchemar de Luke et le fait de combattre Dark Vador, le masque explose et on voit son visage. Je pense qu'il aurait mieux valu qu'il enlève le masque, puisque c'est quelque chose qu'il fait dans le film suivant. C'est un détail, mais je pense que comme c'est une série qui base beaucoup de choses sur la répétition, j'aurais trouvé ça plus cohérent à l'époque qu'ils choisissent de dire Luke va vers le masque et l'enlève. Il coupe la tête de Dark Vador, il va voir qui est dans le masque, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose dedans. Là, le masque explose, c'est un peu kitsch. Un peu kitsch, et bon, ça va un peu vite. La torture de Han aussi, qu'on voit essentiellement hors champ, qui est vraiment bien amenée pour le coup, et qui efface, entre guillemets, la torture, soi-disant, de Leia dans le premier, qui était juste une aiguille. Là, vraiment, on le fait se pencher sur une machine où il y a des aiguilles, plein de choses, on se dit, wow, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Et vu l'état dont il est après, on l'entend crier, c'est pas mal. Je trouve que ça fonctionne bien. Ça fait pas mal, le cri qu'il a est un peu ridicule, mais je trouve que ça fonctionne encore comme séquence. La mise en carbonite de Han, encore une fois, avec l'impro de Harrison Ford, excellente séquence globalement. Le combat de Vador et Luke est globalement beau, kitsch un peu parfois, on a ce fameux moment où Vador envoie des objets sur Luke et Luke se prend le coup puis il tape dans le sens où le truc était venu, puis il s'en prend un autre dans le dos, enfin c'est un peu kitsch et c'est pas très très bien interprété par Mark Hamill, donc ça date un petit peu, mais sinon globalement le duel est vraiment bien. Je rajoute encore un petit bémol sur le plan de fin que je trouve, petite séquence de fin que je trouve un petit peu molle, que je trouve qu'elle laisse pas assez le temps de digérer les émotions avec Luke et Leia, mais c'est un tout petit bémol, encore une fois, c'est un plan de transition, à l'époque c'était nécessaire, donc je peux le comprendre. Peut-être que si je devais remonter quelque chose, ce serait ça, hein. Je laisserais un tout petit peu plus de temps à l'impact de ce qui s'est passé avant. Il vient d'apprendre que son père est un monstre, il a perdu sa main, Leia elle vient de voir son amoureux, visiblement, et l'amour de sa vie, on peut le dire maintenant grâce aux suites, se faire mettre sous carbonite, donc elle est sous le choc, elle lui avoue qu'elle l'aime au moment où il va être grosso modo tué, elle sait pas ce qu'il est devenu, enfin voilà. Donc je trouvais que ça, il y avait peut-être moyen de laisser un peu plus respirer cette dernière séquence. Bon, ils ont pas choisi ça, c'est un tout petit bémol. Le film a vieilli quand même, il faut être clair, hein, c'est kitsch par endroits, c'est parfois naïf, notamment par rapport à aujourd'hui. L'histoire est surconnue, Luke, je suis ton père. Alors là, on a vu tellement de fois, on s'en est moqué tellement de fois que forcément ça a pris un petit plomb dans l'aile. Mais j'insiste, c'est malgré tout efficace. C'est étonnant comme le film fonctionne malgré tout. On le connaît, on l'a vu 1000 fois, il a été copié 1000 fois et ça fonctionne toujours. Pour moi, la légende de Star Wars commence réellement avec ce film. Il n'est pas parfait, il y a des petits défauts par-ci par-là, c'est clair, il date un peu. Mais je trouve encore excellent dans son dosage, dans le dosage de la technique de son époque, dans les éléments qui ont été rajoutés dans le temps, c'était des éléments signifiants et intelligents. Encore une fois, hashtag l'empereur, la dégaine de l'empereur dans les autres séries, ça lie complètement ce film aux autres et c'est une très bonne chose. C'est un film qui a très bien dosé à son époque et dans le temps, le dosage entre les techniques de son époque et le vocabulaire du cinéma qui a évolué dans le temps. C'est un film qui était en avance, tout simplement, qui a très très bien senti où allait le cinéma grand public, vers quelque chose, une liaison beaucoup plus émotionnelle de l'histoire et de la mise en scène, et Irving Kirchner l'avait bien senti et bien géré dans ce film. Pour moi, je vais conclure là-dessus, Star Wars, c'est George Lucas, oui, c'est vrai, on est d'accord,
mais en termes de cinéma, pour moi, Star Wars, c'est Irving Kershner. Voilà. Vous pouvez me tuer les fans de Star Wars. Hein. Hashtag, qu'est-ce qu'il y a ? J'assume complètement, pour moi, le mec qui a fait de Star Wars du cinéma, c'est Irving Kershner. Mais on va se laisser le temps de revoir Star Wars 6, avant de se faire une idée. Peut-être que Richard Marquand en fait quelque chose de formidable et que je ne l'avais pas vu à l'époque. Et probablement qu'il l'a fait. Bref, merci beaucoup pour votre écoute. C'est un épisode plus court, mais comme j'aime beaucoup ce film, j'ai pas envie de pérorer pendant 15 heures. Je pense que j'ai assez développé ce qui me paraît fonctionner. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes fan et que j'ai oublié des choses très importantes, que j'ai dit des bêtises, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. Likez. Bien sûr, c'est cool pour la page. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner aussi aux différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram et ainsi de suite, pour me soutenir. N'hésitez pas à m'envoyer énormément d'argent sur mon Tipeee, évidemment, parce que je préfère vivre de ça. Bien sûr, je blague. Évidemment, je blague. Calmez-vous. Posez vos flingues. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de À Chaud et on continue cette rétrospective tous ensemble. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me le dire aussi. Merci beaucoup les amis et à très bientôt pour un nouvel épisode de À Chaud. Salut les amis. Ciao, ciao.